C'est Jupiter, la planète qui a failli devenir une étoile. À 778 millions de kilomètres du Soleil, dans les froides régions extérieures du système solaire où la lumière du Soleil est 25 fois plus faible qu'en Terre, se trouve un monde si massif que tout le reste du système solaire, chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde, chaque comète, pourrait être combiné en un seul corps, et il pèserait encore moins de la moitié de ce que pèse Jupiter. Jupiter contient 318 fois la masse de la Terre. Son diamètre est 11 fois plus large. Son volume pourrait contenir plus de 1300 terres. Si le système solaire était une cour d'école, Jupiter ne serait pas le plus grand enfant, il serait l'unique enfant. Tous les autres seraient des insectes. Si vous placiez chaque planète, lune, astéroïde et comète du système solaire d'un côté d'une balance cosmique et Jupiter seul de l'autre, Jupiter les l'emporterait tous avec un facteur de près de 2,5. La planète est si massive qu'elle n'orbite pas autour du Soleil dans le sens habituel. Le centre de masse du système Jupiter-Soleil, le barycentre, se situe en dehors de la surface du Soleil, à environ 50 000 km au-dessus. Jupiter est la seule planète suffisamment massive pour faire osciller le Soleil de manière visible. Cette oscillation est, en fait, l'un des principaux moyens par lesquels les astronomes détectent les géantes planètes autour d'autres étoiles, en mesurant le léger mouvement de va-et-vient que la planète induit dans son étoile hôte. La masse de Jupiter est également la raison pour laquelle la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter ne s'est jamais agrégée en une planète. Les perturbations gravitationnelles de Jupiter remuent continuellement les astéroïdes, maintenant leur vitesse relative suffisamment élevée pour que les collisions tendent à briser les corps plutôt qu'à les fusionner. Sans Jupiter, la ceinture d'astéroïdes aurait pu s'accumuler en une planète de la masse de Mars. Avec Jupiter, la ceinture reste une collection de fragments, une planète qui n'a jamais eu la chance de naître. La masse totale de la ceinture d'astéroïdes aujourd'hui n'est que d'environ 4% de la masse de la Lune, une quantité triviale, bien inférieure à ce qui devait exister dans la région lorsque le système solaire était jeune. La plupart de la masse originale a été éjectée par les perturbations gravitationnelles de Jupiter au cours des 4,5 milliards d'années passées. La ceinture d'astéroïdes est, en ce sens, une autre victime de la domination de Jupiter. Une région du système solaire qui aurait dû produire une planète a été empêchée de le faire, son matériau de construction éparpillé et épuisé, ne laissant derrière elle qu'un mince vestige. La petite taille de Mars, la faible masse de la ceinture d'astéroïdes et l'absence de planètes entre Mars et Jupiter sont toutes des conséquences d'une même cause, la gravité de Jupiter, agissant continuellement pendant 4,5 milliards d'années, façonnant et remodelant le système solaire intérieur. Et pourtant, la ceinture d'astéroïdes n'est pas sans valeur. Elle est une source de météorites, des fragments d'astéroïdes qui tombent sur Terre, portant avec eux des informations chimiques et isotopiques sur le jeune système solaire. Beaucoup des météorites les plus scientifiquement importantes proviennent de la ceinture d'astéroïdes, y compris les chondrites carbonées qui ont peut-être apporté de l'eau et des molécules organiques sur Terre. La ceinture est également une ressource potentielle pour l'exploration spatiale future, contenant des minéraux et de la glace d'eau qui pourraient soutenir des activités humaines au-delà de la Terre. Jupiter a empêché la ceinture de devenir une planète, mais elle n'a pas empêché son utilité. Et pourtant, pour toute son immensité, Jupiter est un échec. Il est 80 fois trop léger pour initier la fusion de l'hydrogène dans son noyau, le processus qui alimente chaque étoile de l'univers. Si Jupiter avait été né avec juste 80 fois plus de masse, il aurait franchi le seuil. La température et la pression à son centre auraient atteint les valeurs critiques nécessaires pour fusionner l'hydrogène en hélium, libérant l'énergie qui soutient une étoile. Jupiter serait devenu une petite naine rouge, le type d'étoile le plus commun dans la galaxie. Et notre système solaire aurait été un système binaire, avec 2 soleils dans le ciel. Cela ne s'est pas produit. Jupiter a échoué à devenir une étoile, manquant son objectif par un facteur de 80. Et ainsi,
Elle demeure dans l'obscurité, rayonnant la chaleur de sa propre contraction lente, émettant une lueur faible dans l'infrarouge. Un monde qui n'est ni une planète, ni une étoile, mais quelque chose entre les deux. Un géant gazeux, le plus grand de son genre dans notre système solaire, trop massif pour être ignoré et trop petit pour briller. Cependant, l'échec de Jupiter à devenir une étoile ne la rend pas insignifiante. Cela en fait la planète la plus importante du système solaire. Jupiter a façonné tout. Sa gravité a sculpté la ceinture d'astéroïdes, empêchant la formation d'une planète entre Mars et son propre orbite. Sa migration à travers le jeune système solaire, un voyage violent et sweeping vers le Soleil, puis de nouveau vers l'extérieur, a pu détruire toute une première génération de planètes. Des super-Terres, le type de planète le plus courant dans la galaxie, notre système solaire est conspicuement dépourvu. Son influence gravitationnelle a déterminé la taille de Mars, la composition de la ceinture d'astéroïdes, l'apport en eau sur Terre et l'architecture orbitale de l'ensemble du système planétaire. Sans Jupiter, le système solaire interne ne ressemblerait en rien à ce qu'il est aujourd'hui. La Terre pourrait ne pas exister, ou elle pourrait exister en tant que super-Terre, un monde gonflé, avec une atmosphère épaisse et une pression de surface écrasante, peut-être inhabitable, peut-être méconnaissable. Jupiter est l'architecte, le tyran, le sculpteur, l'étoile ratée qui, par son échec, a rendu tout le reste possible. Et elle porte en elle des secrets sur la naissance du système solaire que aucune autre planète ne peut fournir. Jupiter a été la première planète à se former, se condensant à partir de la nébuleuse solaire dans les premiers millions d'années, avant que le disque de gaz ne se dissipe, avant que les planètes terrestres n'aient même commencé à s'assembler. C'est la plus ancienne des planètes. Et sa composition, le rapport des éléments lourds à l'hydrogène et à l'hélium, l'abondance d'eau, la structure de son noyau, est un enregistrement fossile des conditions qui existaient dans la nébuleuse solaire au moment où la formation des planètes a commencé. Lire Jupiter, c'est lire l'acte de naissance du système solaire. Ce soir, nous allons plonger dans la plus grande planète du système solaire, de ces tempêtes qui font rage depuis des siècles à son intérieur, où l'hydrogène devient métal, de son mini-système solaire de Lune à son rôle dans la formation même de l'existence de la Terre. Car Jupiter n'est pas simplement la plus grande des planètes. C'est la raison pour laquelle le système solaire a l'apparence qu'il a, et la raison pour laquelle il ne ressemble pas à chaque autre système planétaire de la galaxie. Assurez-vous de vous abonner, car de nombreuses autres histoires cosmiques extraordinaires vous attendent. Jupiter rayonne environ 1,6 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. C'est un fait mesuré, confirmé par plusieurs sondes spatiales, le plus précisément par la sonde Cassini lors de son survol en décembre 2000. La planète brille dans l'infrarouge, non pas avec l'intensité aveuglante d'une étoile, mais avec une radiance chaude et constante qui persiste depuis 4,5 milliards d'années et ne montre aucun signe d'affaiblissement. La source de cette chaleur est la gravité elle-même. Jupiter est encore en contraction. Lentement, imperceptiblement, à un rythme d'environ 1 mm par an, la planète entière rétrécit sous son propre poids. À mesure qu'elle se contracte, l'énergie potentielle gravitationnelle se transforme en énergie thermique, chauffant l'intérieur. Ce processus, connu sous le nom de mécanisme de Kelvin-Helmholtz, a été proposé au XIXe siècle comme une explication de la luminosité du Soleil. Il s'est avéré insuffisant pour le Soleil. Seule la fusion nucléaire peut expliquer la production d'énergie du Soleil, mais pour Jupiter, cela fonctionne. La lente contraction gravitationnelle d'un corps aussi massif, soutenu sur des milliards d'années, produit suffisamment de chaleur pour rendre compte de l'excès de radiation observé. La température intérieure de Jupiter est tout simplement extraordinaire. Au centre, les modèles prédisent des températures d'environ 20 000 à 36 000 Kelvin, plus chaudes que la surface du Soleil. La pression au cœur de la planète est estimée entre 200 et 400 millions d'atmosphères. Dans de telles conditions,
L'hydrogène, qui constitue la majeure partie de la masse de Jupiter, se comporte de manière inédite, sans équivalent sur Terre. À une profondeur d'environ 7 000 à 25 000 km sous les sommets nuageux, une région de pression extraordinaire, mais pas encore soumise aux extrêmes écrasants des profondeurs, l'hydrogène subit une transition de phase. À des pressions dépassant environ 1 million d'atmosphères, les molécules d'hydrogène sont comprimées si étroitement que leurs électrons sont libérés de leurs atomes parents et deviennent partagés entre tous les atomes, formant ainsi une mer d'électrons commune. L'hydrogène devient métallique, un fluide dense et électriquement conducteur qui ressemble davantage à du mercure liquide qu'à un gaz. Cet océan d'hydrogène métallique s'étend sur des dizaines de milliers de kilomètres, remplissant la grande majorité de l'intérieur de Jupiter. Le plus grand corps d'hydrogène métallique du système solaire, une substance qui n'existe naturellement nulle part sur Terre et qui ne peut être produite en laboratoire que dans des conditions extrêmes pendant des fractions de secondes. À l'intérieur de Jupiter, il existe de manière permanente, en quantité qui dépasse tout ce que notre physique peut recréer. La couche d'hydrogène métallique est le moteur du champ magnétique de Jupiter. À mesure que la planète tourne, et Jupiter tourne plus vite que n'importe quelle autre planète, accomplissant une rotation en seulement 9 heures et 56 minutes, malgré un diamètre 11 fois supérieur à celui de la Terre, l'hydrogène métallique conducteur est agité en puissants courants de convection. Ces courants génèrent un champ magnétique d'une intensité stupéfiante, 20 000 fois plus fort que celui de la Terre, s'étendant si loin dans l'espace que sa magnétosphère, la région de l'espace dominée par le champ magnétique, s'étire sur plus de 5 millions de kilomètres vers le Soleil et se rétrécit en une queue magnétique qui s'étend au-delà de l'orbite de Saturne. Si la magnétosphère de Jupiter était visible à l'œil nu depuis la Terre, elle apparaîtrait environ 2 fois plus grande que la pleine Lune dans le ciel. Le champ magnétique piège les particules chargées provenant du vent solaire et de la lune volcanique Io, créant des ceintures de radiation si intenses qu'elles délivreraient une dose létale à un humain non protégé en quelques minutes. Les ceintures de radiation interne sont parmi les environnements les plus hostiles du système solaire. Les engins spatiaux qui s'aventurent près de Jupiter, comme Juno, qui orbite autour de la planète depuis 2016, doivent être enfermés dans des coffres électroniques résistants à la radiation pour survivre. Pourtant, même ainsi, les instruments de Juno se sont dégradés au cours de sa mission, lentement érodés par le bombardement incessant de particules à haute énergie. La magnétosphère n'est pas seulement un bouclier, c'est un moteur, un vaste système dynamique qui accélère les particules à des énergies énormes, génère de puissantes émissions radio détectables depuis la Terre et crée des spectacles auroraux au pôle de Jupiter qui dépassent tout ce que l'on peut observer sur notre planète. Les aurores de Jupiter sont principalement alimentées par la rotation de la magnétosphère elle-même, qui aspire les particules chargées des émissions volcaniques d'Io et les projette le long des lignes de champs magnétiques vers les pôles. Les émissions aurorales qui en résultent sont des centaines de fois plus puissantes que les aurores boréales terrestres, rayonnant dans les longueurs d'onde ultraviolettes, visibles et X. Le torus de plasma d'Io, l'anneau de soufre et d'oxygène ionisé entourant Jupiter à la distance orbitale d'Io, est l'une des structures les plus remarquables du système solaire. Il contient environ 1 tonne de matière par seconde, apportée par les volcans d'Io, et constitue une source majeure des particules chargées qui peuplent les ceintures de radiation de Jupiter. L'interaction entre le torus, la magnétosphère et l'atmosphère de Jupiter est un système d'une complexité extraordinaire, un accélérateur de particules de la taille d'une planète, alimenté par la rotation d'un monde qui tourne 1 fois toutes les 10 heures. Le noyau lui-même, autrefois considéré comme une boule compacte de roche et de glace, pesant peut-être entre 10 et 15 fois la masse de la Terre, s'est révélé être quelque chose de bien plus étrange. Les mesures de gravité de Juno ont révélé que le noyau de Jupiter n'est pas une sphère solide et bien définie, mais une région diluée et étendue, un noyau flou
dans lequel des éléments lourds se mélangent progressivement à l'hydrogène métallique environnant, plutôt que d'être concentrés au centre. Ce noyau flou pourrait s'étendre sur 30 à 50% du rayon de Jupiter, contenant peut-être entre 25 et 50 masses terrestres d'éléments lourds mélangés à l'hydrogène et à l'hélium. Ce noyau dilué était inattendu. Les modèles standards de formation des planètes géantes prédisaient un noyau compact et clairement défini. Son absence, ou plutôt sa dissolution, suggère que Jupiter s'est formé par un processus qui n'a pas produit de frontière nette entre le noyau et l'enveloppe, ou que le noyau compact d'origine a été érodé au fil de milliards d'années par un mélange convectif avec l'hydrogène qui le surplombe. Dans tous les cas, ce noyau dilué a contraint les scientifiques planétaires à réviser leur modèle de formation des géantes gazeuses, non seulement dans notre système solaire, mais aussi autour d'autres étoiles. Jupiter n'est pas une simple boule de gaz. C'est un monde complexe et stratifié, avec un intérieur exotique qui passe de l'hydrogène moléculaire gazeux au sommet des nuages, à travers l'hydrogène moléculaire liquide jusqu'à un vaste océan d'hydrogène métallique, et enfin vers un noyau diffus enrichi en éléments lourds. Chaque couche est séparée non par des frontières nettes, mais par des transitions progressives, régies par l'augmentation implacable de la température et de la pression avec la profondeur. Il n'y a pas de surface, il n'y a pas d'atterrissage, il n'y a que la profondeur. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre descendre à travers l'atmosphère de Jupiter, une expérience de pensée, puisqu'aucun vaisseau habité ou non habité ne pourrait survivre à ce voyage, l'expérience serait sans pareille par rapport à tout ce que l'on peut connaître sur Terre. Vous commenceriez dans la haute atmosphère, au sommet des nuages, où la température est d'environ -145 degrés Celsius et la pression avoisine une barre, similaire à celle du niveau de la mer sur Terre. Les nuages ici sont composés de cristaux de glace d'ammoniac, blancs et froids. Au fur et à mesure de votre descente, la pression et la température augmenteraient régulièrement. En quelques dizaines de kilomètres, vous passeriez à travers une couche de nuages d'hydrosulfure d'ammonium, brun et sombre, responsable de la coloration des bandes de Jupiter. Plus profondément encore, des nuages d'eau se forment à des pressions de plusieurs bars et à des températures supérieures au point de congélation de l'eau. Des éclairs jaillissent dans ces nuages d'eau, illuminant les profondeurs d'une lumière vive et éphémère. Le ciel au-dessus de vous se rétrécirait, puis se fermerait. Le soleil, déjà lointain et faible, disparaîtrait complètement. Vous tomberiez à travers une soupe épaisse d'hydrogène et d'hélium, la pression grimpant au-delà de 10 bars, 100 bars, 1000 bars. La température dépasserait celle de la pièce, celle de l'ébullition, celle d'un four de cuisine. L'hydrogène autour de vous ne se comporterait plus comme un gaz. Il serait un fluide supercritique, ni gaz, ni liquide, avec la densité de l'eau et la compressibilité de l'air. À environ 7000 km sous les sommets des nuages, vous atteindriez la transition vers l'hydrogène métallique. Le fluide autour de vous deviendrait électriquement conducteur, un métal liquide opaque et scintillant, émettant sa propre lumière infrarouge suffisamment chaud pour faire fondre l'acier. Vous seriez suspendu dans une mer de métal liquide, plus profonde que n'importe quel océan sur Terre, sans fond en vue. Seule l'augmentation progressive et écrasante de la pression poussant vers le noyau où les températures rivalisent avec celles de la surface du Soleil. Personne ne fera jamais ce voyage, mais comprendre ce qui se cache à son terme, la structure, la composition, la dynamique du profond intérieur de Jupiter, est l'un des objectifs centraux de la science planétaire. La sonde atmosphérique Galileo a joué un rôle clé dans cette aventure. Le 7 décembre 1995, la sonde se sépara de l'orbiteur Galileo et plongea dans l'atmosphère de Jupiter à une vitesse incroyable de 47,8 km par seconde, l'entrée atmosphérique la plus rapide jamais réalisée par un objet fabriqué par l'homme. Le bouclier thermique, composé d'un matériau phénolique en carbone, s'est ablaté alors que la sonde décélérait, subissant des forces de 230 grammes,
soit 230 fois la force de gravité à la surface de la Terre. Après le largage du bouclier thermique, un parachute se déploya et la sonde descendit à travers l'atmosphère, transmettant des données pendant 57,6 minutes avant que le signal ne soit perdu à une profondeur d'environ 150 km sous le sommet des nuages, à une pression d'environ 23 bars et à une température de 153 degrés Celsius. Ce que la sonde découvrit fut surprenant. La région qu'elle a traversée, plus tard identifiée comme un point chaud, une éclaircie dans les nuages, était anormalement sèche et appauvrie en ammoniac, sulfure d'hydrogène et eau par rapport aux prévisions des modèles. Pendant des années, ce résultat a intrigué les scientifiques, amenant certains à se demander si l'atmosphère de Jupiter était réellement sèche ou si la sonde avait simplement pénétré dans une région non représentative. Les mesures globales par micro-ondes de Juno ont finalement confirmé cette dernière hypothèse. La sonde Galileo avait échantillonné l'équivalent d'un désert sur un monde océanique. L'atmosphère globale est plus humide, plus riche et plus complexe que ne le laissait supposer le point de données unique de la sonde. Aucune sonde n'est entrée dans l'atmosphère de Jupiter depuis. Les défis techniques sont redoutables. La pression écrasante, la température croissante, la chimie corrosive et la perte totale de communication lorsque la sonde descend au-delà de la portée des signaux radio. Mais la valeur scientifique d'une seconde sonde d'entrée, ciblée sur une région atmosphérique plus représentative, serait immense. Certains concepts de mission ont proposé de telles sondes, mais aucune n'a encore été financée. L'atmosphère de Jupiter est la plus dynamique et la plus étudiée de toutes les planètes, à l'exception de la Terre. Les sommets nuageux, la surface visible de la planète, sont organisés en bandes alternées de lumière et d'obscurité qui s'étendent autour de toute la circonférence. Les bandes claires, appelées zones, sont des régions d'air ascendant, où les cristaux d'ammoniac se condensent à haute altitude et réfléchissent la lumière du Soleil. Les bandes sombres, appelées ceintures, sont des régions d'air descendant, où les nuages d'ammoniac ont été dégagés et où des couches nuageuses plus profondes et plus sombres sont exposées. Les frontières entre les zones et les ceintures sont marquées par de puissants courants jets, des vents atteignant des vitesses allant jusqu'à 620 km/h, soutenus non par le chauffage solaire, mais par l'énorme chaleur interne de Jupiter et sa rotation rapide. Le schéma de vent zonal, alternant jets vers l'est et vers l'ouest, est une conséquence de l'effet de Coriolis agissant sur une planète en rotation rapide avec une forte convection interne. La même physique de base produit les alizés et les courants jets sur Terre, mais sur Jupiter, avec une période de rotation inférieure à la moitié de celle de la Terre et une source de chaleur interne bien plus puissante que le chauffage solaire, le résultat est bien plus spectaculaire. Des dizaines de courants jets alternés, chacun large de plusieurs centaines de kilomètres, filant autour de la planète à des vitesses qui dévasteraient toute structure sur Terre. La stabilité de cette structure en bande est remarquable. Les zones et les ceintures ont été observées pendant des siècles, et bien que leurs caractéristiques individuelles changent, des tempêtes apparaissent et disparaissent, les couleurs varient, les bords fluctuent. Le schéma global est resté essentiellement constant tout au long de l'ère d'observation télescopique. Cette stabilité suggère que le bandement n'est pas un phénomène de surface, mais est enraciné dans la dynamique profonde de l'atmosphère de Jupiter, liée au schéma de convection interne qui transporte la chaleur de l'intérieur vers les sommets nuageux. La grande tache rouge est sans conteste la caractéristique atmosphérique la plus célèbre du système solaire. Une tempête observée en continu depuis au moins 190 ans, et peut-être même bien plus longtemps. Il s'agit d'un vortex anticyclonique, un système de haute pression qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud de Jupiter, avec des vitesses de vent à ses bords dépassant les 430 km/h. À son point le plus large, la grande tache rouge s'étend sur environ 16 000 km, suffisamment pour engloutir la Terre entière. Au XIXe siècle, elle mesurait plus de 2 fois cette taille. Cependant, la grande tache rouge est en train de rétrécir.
Les observations au cours du dernier siècle ont montré une réduction constante de sa dimension est-ouest, et ces dernières décennies, le rythme de ce rétrécissement s'est accéléré. Actuellement, la tempête est plus ovale qu'elle ne l'était dans les siècles précédents, et certains scientifiques de l'atmosphère ont émis l'hypothèse qu'elle pourrait disparaître complètement dans les prochaines décennies, bien que cette prévision demeure incertaine. La dynamique de la grande tache rouge, ce qui l'alimente, ce qui l'a maintenue en vie si longtemps, et ce qui pourrait provoquer sa dissipation, reste mal comprise. Elle pourrait être nourrie par la fusion de tempêtes plus petites, générées en continu par la circulation atmosphérique de Jupiter et parfois absorbée par le vortex plus grand. En 2020, le radiomètre micro-ondes de Juno a révélé que la grande tache rouge s'étend bien plus profondément dans l'atmosphère de Jupiter que quiconque ne l'avait imaginé, à au moins 300 à 500 km sous les sommets des nuages visibles. La tempête n'est pas un phénomène superficiel et peu profond. C'est une structure profondément ancrée dans les couches de l'atmosphère de Jupiter, bien en dessous de la portée de la lumière du Soleil. Mais la grande tache rouge n'est pas seule. L'atmosphère de Jupiter est remplie de tempêtes. Des ovales blancs, des barges brunes, des festons et des panaches parsèment la surface visible. Des éclairs, d'abord observés par Voyager 1 en 1979 et étudiés en détail par Juno, jaillissent dans l'atmosphère profonde, alimentée par la convection vigoureuse de l'air riche en eau s'élevant de l'intérieur plus chaud. Juno a découvert que les éclairs de Jupiter sont concentrés près des pôles, contrairement à la Terre, où ils se concentrent dans les tropiques. Cette différence provient du fait que les régions polaires de Jupiter sont chauffées par convection interne, tandis que les tropiques reçoivent plus d'énergie solaire qui stabilise l'atmosphère supérieure, supprimant les tempêtes convectives. L'atmosphère de Jupiter est un laboratoire pour la dynamique atmosphérique, un lieu où les principes de la mécanique des fluides se manifestent à une échelle bien plus grande que tout ce que l'on peut observer sur Terre, propulsés par des forces, chaleur interne, rotation rapide, pression extrême, qui n'ont pas d'équivalent terrestre. Comprendre l'atmosphère de Jupiter est essentiel non seulement pour la science planétaire, mais aussi pour la science atmosphérique en général. Les modèles de dynamique atmosphérique, les mêmes équations fondamentales que les météorologues utilisent pour prédire le temps sur Terre, sont testés et affinés en utilisant l'atmosphère de Jupiter comme laboratoire naturel. Le succès ou l'échec de ces modèles à reproduire les courants jets, les tourbillons et les systèmes de tempête de Jupiter nous indique si notre compréhension théorique de la dynamique des fluides est correcte dans des régimes bien au-delà de l'expérience terrestre. Cette interaction entre la science atmosphérique planétaire et terrestre a déjà produit des résultats. Les connaissances tirées de la dynamique atmosphérique de Jupiter ont influencé le développement de modèles de circulation océanique sur Terre, car la physique des systèmes fluides en rotation rapide est universelle. Les mathématiques ne se soucient pas de savoir si le fluide est l'océan de la Terre, l'atmosphère de Jupiter ou l'intérieur d'une étoile. Les mêmes équations les régissent tous, et tester ces équations contre l'immense atmosphère de Jupiter, bien observée, renforce notre confiance dans leurs prédictions concernant le climat de la Terre, car cela met à l'épreuve nos modèles théoriques dans un régime que l'atmosphère terrestre n'atteint jamais. L'écart entre une planète et une étoile est plus petit que la plupart des gens ne le réalisent. Jupiter est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, les mêmes éléments qui constituent le Soleil et toutes les autres étoiles de la séquence principale. Environ 75% de sa masse est de l'hydrogène, 24% de l'hélium, avec une petite proportion d'éléments plus lourds. La composition de Jupiter est donc essentiellement stellaire. La différence ne réside pas dans ce dont Jupiter est fait, mais dans la quantité de matière qu'il contient. La masse minimale requise pour déclencher une fusion de l'hydrogène soutenu, le processus qui définit une étoile, est d'environ 80 fois la masse de Jupiter, soit environ 0,08 masse solaire. En dessous de ce seuil, la température du noyau n'atteint jamais les 10 millions de Kelvin nécessaires au fonctionnement de la chaîne proton-proton.
Les objets se situant dans cette zone, entre environ 13 et 80 masses de Jupiter, sont appelées naines brunes. Trop massives pour être des planètes, trop légères pour être des étoiles, elles brillent faiblement grâce à la chaleur de la contraction gravitationnelle et, dans certains cas, à la brève fusion du deutérium. Jupiter, avec une masse équivalente à une masse de Jupiter, se situe bien en dessous du seuil des naines brunes. Il n'est pas proche d'être une étoile, comme le suggèrent parfois les récits populaires. Mais cette comparaison n'est pas dénuée de sens. Considérons le continuum. À une extrémité, les planètes rocheuses comme la Terre, différenciées, denses, avec des atmosphères fines dominées par des molécules lourdes. À l'autre extrémité, les étoiles de la séquence principale, soutenues par la fusion nucléaire, rayonnant prodigieusement, visibles à travers les distances interstellaires. Entre ces deux extrémités se trouve une vaste gamme d'objets, super-Terre, géantes de glace, géantes gazeuses, naines brunes, et les étoiles les moins massives brûlant de l'hydrogène. Jupiter se situe dans ce continuum, à la frontière entre les planètes géantes gazeuses et les objets qui produisent leur propre lumière. Les naines brunes, objets pesant entre environ 13 et 80 masses de Jupiter, occupent l'espace entre les planètes et les étoiles. Elles sont trop légères pour soutenir la fusion de l'hydrogène, mais suffisamment massives pour fusionner brièvement le deutérium, hydrogène lourd, au début de leur existence. Une fois le deutérium épuisé, elles se refroidissent lentement et s'éteignent, émettant une faible lueur infrarouge pendant des milliards d'années. Jupiter, avec une masse équivalente à une masse de Jupiter, ne peut même pas fusionner le deutérium. Cependant, sa chaleur interne, son intérieur convectif, son dynamo magnétique et sa dynamique atmosphérique ressemblent tous à ceux d'une naine brune à une échelle plus petite. Jupiter est, en un sens très réel, une naine brune qui n'a pas franchi le cap. Et pourtant, cette comparaison est éclairante. Jupiter, comme une étoile, génère sa propre chaleur. Comme une étoile, il possède un intérieur convectif, un champ magnétique généré par une dynamo interne, et une atmosphère dont la dynamique est principalement alimentée par l'énergie interne plutôt qu'externe. Comme une étoile, il est entouré d'un système de corps en orbite, ces 4 grandes lunes galiléennes qui ressemblent à un système solaire miniature. L'analogie n'est pas parfaite, mais elle n'est pas triviale. Jupiter occupe un point sur le continuum entre les planètes et les étoiles qui est plus proche de l'extrémité stellaire que tout autre objet de notre système solaire. Si Jupiter avait été plus massif, si le nébuleuse solaire avait fourni plus de gaz dans sa zone d'alimentation, il aurait pu franchir le seuil des naines brunes à 13 masses de Jupiter, fusionnant le deutérium dans son noyau pendant des millions d'années. S'il avait été encore plus massif, 80 fois son poids actuel, il aurait déclenché la fusion de l'hydrogène et serait devenu une étoile naine rouge, brillant faiblement mais de manière constante pendant des trillions d'années, dépassant de loin la durée de vie du Soleil. Dans ce scénario, le système solaire serait un système binaire. La Terre orbiterait autour du Soleil, tandis qu'une petite étoile rouge, faible et lointaine, tournerait quelque part dans le système solaire extérieur, ou bien les dynamiques gravitationnelles de 2 corps stellaires auraient pu empêcher la formation de planètes terrestres. Les conditions propices à la vie telle que nous la connaissons n'auraient peut-être jamais vu le jour. L'échec de Jupiter à devenir une étoile a été, de notre point de vue, un heureux accident. Mais du point de vue de l'univers, ce n'était pas un accident du tout. C'était de la physique. Jupiter n'avait tout simplement pas assez de masse. Et la raison pour laquelle il n'avait pas assez de masse est liée au timing et aux dynamiques de sa formation. Un processus qui, à son tour, a façonné toute l'architecture du système solaire. Le grand tac. C'est le nom donné à l'une des hypothèses les plus influentes de la science planétaire moderne. Un modèle qui explique non seulement l'orbite actuelle de Jupiter, mais aussi la taille de Mars, la composition de la ceinture d'astéroïdes, l'absence de super-Terre dans notre système solaire et peut-être même l'existence même de la Terre telle que nous la connaissons. L'hypothèse, proposée en 2011 par Kevin Walsh et ses collègues, commence par un postulat simple.
Jupiter ne s'est pas formé là où il se trouve actuellement. Dans le modèle standard de formation des planètes, le noyau de Jupiter, un corps rocheux et glacé d'environ 10 à 15 masses terrestres, s'est formé relativement rapidement, dans les premiers millions d'années du système solaire, dans le disque protoplanétaire riche en gaz. Une fois que ce noyau a atteint une masse critique, il a commencé à capturer gravitationnellement de l'hydrogène et de l'hélium du disque environnant à un rythme accéléré, une accrétion de gaz incontrôlée, atteignant sa masse actuelle de 318 masses terrestres en quelques millions d'années. Cette formation rapide n'est pas qu'un simple détail. C'est la raison pour laquelle Jupiter existe tout court. Le disque de gaz dont Jupiter a capturé son atmosphère avait une durée de vie limitée, typiquement de 3 à 10 millions d'années, avant que le rayonnement du jeune Soleil ne le disperse. La différence ne réside pas seulement dans la distance ou la température, elle est une question de timing. Le disque de gaz avait une date limite, et différentes planètes l'ont rencontré à différentes étapes de leur croissance. La formation précoce de Jupiter a également des implications pour sa composition. Parce qu'il s'est formé alors que le disque était encore riche en gaz et turbulent, il a accrétionné du matériel provenant d'une large gamme de distances, pas seulement de son voisinage immédiat. Cela pourrait expliquer l'enrichissement en éléments lourds dans l'atmosphère de Jupiter. La planète a englouti des planétésimaux glacés venus de tout le système solaire extérieur, incorporant leur eau, leur ammoniac et leur méthane dans son enveloppe grandissante. La composition de l'atmosphère de Jupiter est une moyenne pondérée de la nébuleuse solaire primitive, biaisée vers les éléments lourds qui étaient abondants dans le disque extérieur froid. C'est pourquoi la mesure de l'abondance en eau de Jupiter par Juno revêt une importance scientifique capitale. Elle ne nous renseigne pas seulement sur Jupiter, mais aussi sur le disque à partir duquel toutes les planètes se sont formées. Jupiter est une capsule temporelle, un échantillon du système solaire primitif, préservé pendant 4,5 milliards d'années dans les profondeurs de la plus grande planète. Chaque molécule d'eau, chaque grain de matière rocheuse, chaque atome d'éléments lourds dans l'atmosphère de Jupiter est un vestige des conditions qui prévalaient lors de la naissance du système solaire. C'est pourquoi les scientifiques planétaires décrivent parfois Jupiter comme un archive, une bibliothèque d'informations primordiales, scellée et préservée depuis 4,5 milliards d'années. Les planètes telluriques ont été transformées au-delà de toute reconnaissance par l'activité géologique, l'érosion et les processus biologiques. Mars a perdu son atmosphère. Vénus a entièrement refait sa surface. Les plus anciennes roches de la Terre ont été recyclées par la tectonique des plaques. Et Jupiter a conservé sa composition originale, enfermé dans un intérieur qui n'a jamais été exposé à l'espace, jamais altéré par des processus de surface, jamais contaminé par un contact avec quoi que ce soit d'extérieur. Lire cette archive nécessite des missions comme Juno, qui sondent l'atmosphère profonde avec des instruments à micro-ondes, mesurent le champ gravitationnel avec une précision remarquable et cartographie le champ magnétique en 3 dimensions. À terme, cela nécessitera des sondes d'entrée atmosphérique, ciblant des régions représentatives de la planète, équipées de spectromètres de masse et d'autres instruments capables de mesurer les rapports isotopiques qui portent les informations les plus détaillées sur les conditions de formation. Et cela pourrait finalement nécessiter un retour d'échantillons. Bien que le retour d'un échantillon de l'atmosphère de Jupiter soit un défi qui dépasse largement l'horizon technologique actuel. Mais Jupiter était ancré dans le disque, et le disque n'était pas statique. Le gaz s'écoulait vers le Soleil, entraîné par des processus visqueux dans le disque. Jupiter, interagissant gravitationnellement avec ce gaz en mouvement, a perdu de l'élan angulaire et a commencé à migrer vers l'intérieur, vers le Soleil, le système solaire interne, vers la région où les planètes telluriques allaient finalement se former. Cette migration vers l'intérieur était lente mais implacable. Sur une période d'environ 100 000 ans, Jupiter a spiralisé vers l'intérieur depuis son emplacement de formation à environ 3,5 unités astronomiques
jusqu'à environ 1,5 unités astronomiques. En chemin, il a traversé la région de la ceinture d'astéroïdes et la zone où les planètes telluriques allaient plus tard se former. Sa gravité a perturbé tout ce qu'il a croisé, dispersant des planétésimaux vers l'intérieur, en entraînant certains vers le Soleil, en éjectant d'autres hors du système solaire et en réorganisant fondamentalement la distribution de la matière solide dans le disque interne. La physique de cette migration, connue sous le nom de migration de type 2, est bien établie dans la théorie de la formation des planètes. Une planète géante ouvrant un trou, ancrée dans un disque de gaz visqueux, migre vers l'intérieur à un rythme déterminé par l'évolution visqueuse du disque lui-même. La planète n'est pas attirée vers le Soleil par la gravité. Elle est entraînée vers l'intérieur par le disque, comme un bateau pris dans un courant. Le gaz s'écoule vers l'intérieur, entraînant la planète avec lui, car l'élan angulaire est transporté vers l'extérieur à travers le disque par des processus visqueux turbulents. Ce même processus a été invoqué pour expliquer les Jupiters chauds, trouvés autour d'autres étoiles. La physique est générique. Ça devrait se produire dans tout système où une planète massive se forme alors que le disque de gaz est encore présent. Ce qui rend notre système solaire spécial, ce n'est pas que Jupiter ait migré. La migration est attendue. Ce qui nous rend spéciaux, c'est que Jupiter s'est arrêté. Jupiter a effectué une spirale vers l'intérieur depuis son lieu de formation, l'orbite actuelle de Mars. Il a été brièvement une planète du système interne. S'il avait poursuivi sa course, il serait devenu un Jupiter chaud, l'un de ces géants gazeux qui orbitent dangereusement près de leur étoile hôte dans d'autres systèmes planétaires. Notre système solaire aurait ressemblé à de nombreux systèmes exoplanétaires découverts par les astronomes. Un géant gazeux stationné à côté de son étoile, sans rien à l'intérieur de son orbite. Mais Jupiter n'a pas continué. Saturne l'a sauvé, et par extension, nous aussi. Saturne, formé après Jupiter et étant quelque peu moins massif, a également migré vers l'intérieur, mais à un rythme plus rapide. Alors que Saturne rattrapait Jupiter, les deux planètes sont entrées dans une résonance orbitale mutuelle, une configuration 3 pour 2 ou 2 pour 3, dans laquelle leurs périodes orbitales se sont verrouillées dans un rapport simple. Cette résonance a fondamentalement changé la dynamique. L'influence gravitationnelle combinée des deux géants résonnants a ouvert un espace dans le disque de gaz entre eux, coupant l'écoulement de gaz qui entraînait Jupiter vers le Soleil. La migration a été inversée. Les deux planètes ont commencé à se déplacer vers l'extérieur, entraînées par des interactions gravitationnelles avec le disque de gaz à l'extérieur de leurs orbites. Jupiter a viré, comme un voilier changeant de direction. Il a inversé sa trajectoire et a migré vers l'extérieur, finissant par se stabiliser à environ 5,2 unités astronomiques, proche de son orbite actuelle. Saturne a suivi, se stabilisant à environ 7 à 9 unités astronomiques, d'où des interactions gravitationnelles ultérieures l'ont déplacé vers sa position actuelle à 9,5 unités astronomiques. Les conséquences de cette manœuvre étaient extraordinaires. Alors que Jupiter avançait vers l'intérieur du système solaire, sa gravité dispersait et compressait le disque de planétésimaux, ces petits corps rocheux dont les planètes se forment. La matière qui avait été éparpillée à travers le système solaire interne a été poussée vers l'intérieur, s'accumulant en une bande étroite près de 1 unité astronomique, à peu près l'orbite actuelle de la Terre. Cette concentration de matière est ce qui a permis à Vénus et à la Terre de croître aussi grandes qu'elles l'ont fait. Au-delà de 1 unité astronomique, la région était appauvrie. Mars, se formant à partir des restes laissés derrière, a été privé de matière de construction. C'est pourquoi Mars est si petite, seulement 11% de la masse de la Terre, dans une région où il aurait dû y avoir suffisamment de matière pour construire une planète beaucoup plus grande. Le Grand Tac explique également la ceinture d'astéroïdes. Alors que Jupiter se déplaçait vers l'intérieur puis vers l'extérieur, il a traversé la région de la ceinture d'astéroïdes 2 fois, dispersant et mélangeant la population.
Les astéroïdes rocheux riches en silicates du système solaire interne ont été mélangés avec des astéroïdes glacés riches en carbone du système solaire externe. Ce mélange, la coexistence de types de matières fondamentalement différents dans une seule ceinture, est l'une des caractéristiques les plus distinctives de la ceinture d'astéroïdes et est difficile à expliquer sans évoquer la migration de Jupiter. Mais peut-être que la conséquence la plus dramatique du Grand Tac est ce qui l'a détruit. En 2015, Konstantin Batygin et Grégory Loefflin ont publié une étude proposant que la migration vers l'intérieur de Jupiter ait déclenché une cascade de collisions parmi une première génération de planètes intérieures, des planètes qui avaient déjà commencé à se former dans le système solaire interne avant l'arrivée de Jupiter. Ces protoplanètes étaient probablement des super-Terres, des mondes rocheux plusieurs fois plus massifs que la Terre, le type de planète le plus courant observé autour d'autres étoiles. Alors que Jupiter avançait vers l'intérieur, ces perturbations gravitationnelles ont compressé les orbites de ces super-Terres naissantes, les forçant à adopter des trajectoires croisées. Les collisions ont suivi, non pas les fusions douces qui construisent des planètes, mais des impacts à haute énergie qui ont brisé les mondes en fragments. Les débris résultants, réduits en petits morceaux par la cascade de collisions, ont subi une traînée aérodynamique du disque de gaz environnant, qui a entraîné les fragments vers l'intérieur, les spiralisant vers le Soleil. Jupiter a anéanti la première génération de planètes. Le système solaire a été complètement nettoyé. Batygin et Loefflin ont qualifié ce processus de « grande attaque », un jeu de mots sur le Grand Tac, et ont soutenu qu'il explique l'une des caractéristiques les plus déroutantes de notre système solaire, l'absence de super-Terres. Les super-Terres, des planètes rocheuses dont la masse varie entre 1 et 10 fois celle de la Terre, sont le type de planète le plus courant dans la galaxie. Elles se trouvent dans la majorité des systèmes planétaires observés par le télescope spatial Kepler et ses successeurs. Beaucoup d'entre elles orbitent près de leurs étoiles, avec des périodes allant de quelques jours à quelques semaines, dans des systèmes de mondes étroitement entassés. Notre système solaire n'a rien de semblable. À l'intérieur de l'orbite de Mercure, il n'y a que de l'espace vide. Entre Mercure et Jupiter, on trouve 4 petites planètes rocheuses à l'atmosphère fine, dont la masse combinée est inférieure à 2 fois celle de la Terre. Cela ne correspond pas aux prévisions des modèles. Un système solaire né d'un disque de composition normale, autour d'une étoile normale, devrait produire des super-Terres. Le fait que le nôtre n'en ait pas est une anomalie, l'une des anomalies les plus significatives dans le domaine de la science des exoplanètes. Et le Grand Tac fournit l'explication. Jupiter les a détruites avant qu'elles ne puissent se former complètement. Si cela est correct, cela signifie que notre système solaire, avec ses petites planètes rocheuses intérieures, sa ceinture d'astéroïdes épaisse et ses géantes gazeuses extérieures, est un cas statistique exceptionnel. La plupart des systèmes planétaires de la galaxie n'ont pas de Jupiter. Ceux qui en ont peuvent ne pas avoir de Saturne pour inverser la migration et sauver le système intérieur. Et ces rares systèmes qui possèdent à la fois Jupiter et Saturne dans la configuration adéquate peuvent tout de même ne pas reproduire la séquence exacte d'événements. La migration vers l'intérieur, la capture par résonance, le TAC, la destruction de la première génération de planètes et la lente réaccrétion d'une seconde génération qui a produit notre arrangement particulier de monde. La Terre doit peut-être son existence non seulement à la destruction par Jupiter, mais aussi à l'histoire spécifique et improbable de sa migration. La planète qui a failli devenir une étoile est également celle qui a failli nous détruire, et ensuite, en inversant sa trajectoire, nous a créés. Réfléchissez à ce que cela signifie pour la recherche de planètes habitables autour d'autres étoiles. Si le Grand Tac est correct, alors les planètes semblables à la Terre, petites, rocheuses, avec des atmosphères fines et de l'eau liquide à la surface, pourraient être un résultat rare de la formation planétaire, nécessitant une chaîne d'événements spécifiques. Un géant gazeux se forme tôt, migre vers l'intérieur,
est capturé en résonance par une seconde planète géante, inverse sa trajectoire, détruit la première génération de planètes intérieures et laisse juste assez de matière appauvrie pour qu'une seconde génération de petits mondes secs puisse se former. Si une étape de cette chaîne est manquante, si la première planète géante se forme trop tard, ou si la seconde ne se forme jamais, ou si la capture par résonance échoue, ou si le point de tac est à la mauvaise distance, le résultat est différent. Un système de Jupiter chaud sans planètes intérieures. Un système de super-Terre avec des atmosphères épaisses et écrasantes. Un système où les planètes terrestres se sont formées sans perturbation, devenant massives et conservant des enveloppes denses d'hydrogène et d'hélium. Chacun de ces résultats est courant dans le catalogue des exoplanètes. Le nôtre est rare. Cette perspective ne signifie pas que la vie est impossible dans d'autres types de systèmes. Les super-Terres peuvent être habitables malgré leurs atmosphères épaisses. Les systèmes sans Jupiter peuvent tout de même produire de petites planètes rocheuses par d'autres voies. Mais cela signifie que la configuration spécifique de notre système solaire, petites planètes rocheuses intérieures, géants gazeux massifs extérieurs, ceinture d'astéroïdes, ceinture de Kuiper et géante de glace à la périphérie, n'est pas le résultat par défaut de la formation planétaire. C'est un résultat particulier, façonné par l'histoire singulière de la migration précoce de Jupiter. Nous existons dans un système solaire façonné par Jupiter. Et ce système solaire, créé par Jupiter, pourrait bien être unique en son genre. Lorsque Jupiter a inversé sa trajectoire et s'est déplacé vers l'extérieur, le système solaire interne a été laissé avec seulement les résidus éparpillés du disque d'origine. Appauvri, sec et dépourvu des super-terres massives et à atmosphère épaisse qui peuplent presque tous les autres systèmes planétaires étudiés par les astronomes. À partir de ces restes appauvris, au cours des 100 à 200 millions d'années suivantes, une seconde génération de planètes s'est formée. Mercure, Vénus, Terre et Mars. Elles étaient plus petites, plus sèches et avec des atmosphères plus fines que les super-terres qu'elles ont remplacées. Elles étaient, pour reprendre les mots de Gregory Laughlin, les résidus, les restes d'une catastrophe orchestrée par la frénésie gravitationnelle de Jupiter à travers le système solaire interne. C'est pourquoi notre système solaire est particulier. C'est pourquoi nous avons de petites planètes rocheuses à atmosphère mince au lieu des super-terres gonflées que l'on trouve dans la plupart des autres systèmes. C'est pourquoi Mars est si petite. C'est pourquoi Mercure existe tout court. C'est pourquoi la Terre, avec sa masse modeste, son atmosphère ténue et sa surface recouverte d'eau liquide, existe sous une forme qui a permis l'émergence de la vie. Jupiter a détruit des mondes pour faire de la place aux nôtres. Jupiter n'est pas simplement une planète, c'est un système. Ses 4 plus grandes lunes, Io, Europe, Ganymède et Callisto, ont été découvertes par Galileo Galilei en janvier 1610, faisant d'elles les premiers objets trouvés en orbite autour d'une autre planète. Leur découverte a été l'une des observations les plus déterminantes de l'histoire de la science, fournissant une preuve directe que tout dans le cosmos ne tournait pas autour de la Terre et portant un coup décisif au modèle géocentrique de l'univers. Galilée a publié ses observations dans le Sidereus Nuncius, le messager des étoiles, en mars 1610, et en quelques années, les lunes qui portaient son nom étaient devenues l'un des éléments centraux de la révolution copernicienne. Si des lunes tournaient autour de Jupiter, alors tout ne tournait pas autour de la Terre. L'univers était plus vaste et plus complexe que ce que les anciens avaient imaginé. Les 4 lunes, Io, Europe, Ganymède et Callisto, sont parfois appelées les satellites galiléens en son honneur, bien qu'elles aient été observées indépendamment par l'astronome allemand Simon Marius, qui leur a donné leurs noms mythologiques actuels. Ensemble, elles couvrent une gamme de tailles allant d'Europe, 3122 km de diamètre, à Ganymède, 5268 km, et une variété de compositions allant de l'Io rocheux et volcanique à Callisto, glacé et cratérisé.
Leurs périodes orbitales varient de 1,77 jours pour Io à 16,69 jours pour Callisto, et elles sont engagées dans une danse gravitationnelle complexe. Io, Europe et Ganymède sont en résonance orbitale 4-2-1, la résonance de Laplace, ce qui signifie que pour chaque orbite que Ganymède complète, Europe en complète 2 et Io en complète 4. Cette résonance est responsable du chauffage de marée qui alimente le volcanisme d'Io et maintient l'océan souterrain d'Europe. La résonance est auto-entretenue. Les interactions gravitationnelles entre les trois lunes maintiennent leurs excentricités orbitales, ce qui à son tour maintient le flexion de marée, générant la chaleur interne. Si la résonance était perturbée par une perturbation externe, les excentricités se dégraderaient, le chauffage de marée diminuerait et le volcanisme d'Io cesserait finalement. L'océan d'Europe pourrait geler. La géologie de l'ensemble du système dépend de la danse gravitationnelle entre ces trois mondes, chorégraphiée par la masse de Jupiter. La résonance joue également un rôle clé dans l'évolution orbitale. Au fil des milliards d'années, les lunes migrent lentement vers l'extérieur, Io s'éloignant de Jupiter, suivi par Europe, puis Ganymède. Cette migration est alimentée par le transfert d'énergie de la rotation de Jupiter vers les orbites des lunes, médiée par l'interaction des marées. Jupiter ralentit imperceptiblement, tandis que ces lunes dérivent vers l'extérieur. Dans un avenir lointain, la résonance de Laplace pourrait finalement se briser, libérant les lunes de leur verrouillage gravitationnel et modifiant fondamentalement la dynamique du système. Mais cela se situe à des milliards d'années dans le futur, bien au-delà de l'échelle de temps qui préoccupe l'humanité. Chacune des lunes galiléennes est un monde à part entière. Io est le corps le plus volcanique du système solaire. Sa surface est un paysage infernal d'éruptions volcaniques, de lacs de lave et de plaines couvertes de soufre, constamment remodelées par les forces de marée de la gravité de Jupiter. Io orbite si près de Jupiter, à seulement 422 000 km, que l'immense attraction gravitationnelle de la planète étire et comprime l'intérieur de la Lune à chaque orbite, générant une chaleur de friction énorme. Ce chauffage par marée alimente le volcanisme d'Io, produisant des éruptions qui peuvent projeter des panaches de dioxyde de soufre à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface. Le matériau éjecté par les volcans d'Io est capturé par le champ magnétique de Jupiter, formant un tore en forme de beignet de gaz ionisé qui entoure la planète. Io est, à bien des égards, le monde le plus extrême du système solaire. Sa surface est un mosaïque de jaune, d'orange, de noir et de blanc, coloré par le soufre et le dioxyde de soufre sous diverses formes allotropiques et gelées. Il n'y a pas de glace d'eau. Il n'y a pas de cratère d'impact. Tout cratère qui se forme est rapidement enseveli sous de nouveaux dépôts volcaniques. La surface est entièrement renouvelée tous les quelques millions d'années, faisant d'Io l'une des plus jeunes surfaces du système solaire. Les éruptions volcaniques sur Io sont d'une ampleur stupéfiante. Certaines produisent des fontaines de lave atteignant 300 km au-dessus de la surface. Des coulées de lave de plusieurs centaines de kilomètres s'écoulent à travers les plaines de soufre. Les températures d'éruption, mesurées par des sondes spatiales à plus de 1800 Kelvin lors de certains événements, figurent parmi les températures volcaniques les plus élevées du système solaire moderne, rivalisant avec les laves ultramafiques de la Terre ancienne. L'énergie de tout cela provient de Jupiter. Les forces de marée qui plient l'intérieur d'Io génèrent environ 100 trillions de watts de chaleur, comparable à la puissance totale produite par la civilisation humaine. Cette chaleur doit être continuellement dissipée par le volcanisme. Sans cette libération volcanique, l'intérieur d'Io fondrait entièrement. La Lune est, en effet, un moteur thermique alimenté par la gravité de Jupiter, l'exemple le plus spectaculaire du chauffage par marée dans le système solaire. Io joue également un rôle crucial dans le système plus large de Jupiter. Sa production volcanique alimente le tore de plasma, qui à son tour alimente les ceintures de radiation.
Des ceintures de radiation affectent les surfaces et la potentielle habitabilité d'Europe et de Ganymède. Tout est interconnecté par la gravité et le champ magnétique de Jupiter, une toile d'interaction qui fait du système jovien bien plus que la somme de ses parties. Europe, la prochaine lune en partant de Jupiter, est recouverte d'une fine couche de glace d'eau. Sous cette glace, chauffée par les mêmes forces de marée qui tourmentent Io, bien que de manière moins intense, car Europe est plus éloignée de Jupiter, il y a presque certainement un océan global d'eau liquide, d'une profondeur pouvant atteindre entre 60 et 150 km. L'océan d'Europe contient environ 2 fois plus d'eau que l'ensemble des océans de la Terre. La couche de glace est relativement mince, peut-être entre 10 et 30 km, et est traversée par un réseau de fractures sombres et linéaires qui suggère que la glace est en mouvement constant, flottant sur le liquide en dessous. Europe est considérée comme l'un des endroits les plus susceptibles d'abriter une vie extraterrestre dans le système solaire. L'océan sous sa glace contient de l'eau salée en contact avec un fond marin rocheux, une configuration qui, sur Terre, produit des cheminées hydrothermales grouillantes de vie microbienne. Le chauffage par marée qui maintient l'océan d'Europe à l'état liquide pourrait également entraîner des réactions chimiques à l'interface roche-eau, fournissant l'énergie et les gradients chimiques nécessaires à la vie. Europe possède de l'eau, de la chaleur, de la chimie et du temps, les mêmes ingrédients qui ont rendu la Terre primitive habitable. La couche de glace pourrait ne pas être une barrière impénétrable. Le panache de vapeur d'eau, éruptant peut-être à travers des fissures dans la glace, ont été détectés de manière préliminaire par le télescope spatial Hubble. Si cela est confirmé, ces panaches offriraient un moyen d'échantillonner l'océan d'Europe sans avoir à forer la glace. Un vaisseau spatial pourrait traverser un panache et analyser sa composition, à la recherche de molécules organiques, de sel et d'autres indicateurs d'habitabilité ou de vie. La question de la vie sur Europe n'est pas abstraite. C'est l'hypothèse spécifique et testable qui motive 2 des missions spatiales les plus coûteuses et ambitieuses actuellement en cours. Europa Clipper, avec son ensemble de 9 instruments, effectuera près de 50 survols rapprochés d'Europe, cartographiant la couche de glace, sondant l'océan et recherchant des panaches. JUICE étudiera Europe lors de 2 survols rapprochés avant d'entrer en orbite autour de Ganymède. Ensemble, ces missions fourniront la caractérisation la plus détaillée d'un monde océanique jamais tenté. La mission Europa Clipper de la NASA, lancée en octobre 2024, est actuellement en route vers le système de Jupiter pour étudier la couche de glace de la Lune, son océan et son potentiel d'habitabilité. Ganymède est la plus grande lune du système solaire, plus grande que la planète Mercure, et la seule lune connue pour posséder son propre champ magnétique généré en interne. Son intérieur est différencié en un noyau métallique, un manteau rocheux et une épaisse couche de glace qui pourrait contenir des couches d'eau liquide enfermées entre différentes phases de glace. Ganymède est un monde de complexité géologique, avec un ancien terrain sombre cratérisé, coupé par des terrains plus jeunes et plus clairs, striés, qui témoignent d'une histoire d'activité tectonique. Callisto, la lune galiléenne la plus externe, est un corps de glace et de roches fortement cratérisées qui semble avoir été géologiquement inactif pendant la majeure partie de son histoire. Sa surface est l'une des plus anciennes et des plus cratérisées du système solaire, un témoignage de la période de bombardement précoce préservée dans la glace. Malgré son calme géologique, des mesures de gravité suggèrent que Callisto pourrait également abriter un océan souterrain, bien que les preuves soient moins convaincantes que pour Europe. La diversité des lunes galiléennes est le résultat de leur distance par rapport à Jupiter. Io, la plus proche de la planète, subit le chauffage tidal le plus intense et a été complètement desséchée. Toute l'eau qu'elle avait autrefois a depuis longtemps été évaporée par la chaleur volcanique. Europa, un peu plus éloignée, connaît un chauffage tidal modéré, suffisant pour maintenir un océan liquide sous une couche de glace, mais pas assez pour faire bouillir l'eau. Ganymède, encore plus loin, subit moins de chauffage tidal et pourrait avoir conservé suffisamment de chaleur interne
grâce à sa grande taille et à la chaleur radiogénique, pour soutenir un océan souterrain. Et Callisto, la plus éloignée des quatre, pourrait préserver un océan primordial qui a persisté depuis la formation de la Lune, refroidissant lentement mais ne gelant jamais complètement. Ce gradient, de l'enfer volcanique d'Io à la quiétude glaciale de Callisto, constitue un laboratoire pour étudier comment le chauffage tidal, la distance d'une planète massive et la composition interne interagissent pour déterminer l'activité géologique et le potentiel d'habitabilité d'un monde. C'est une expérience naturelle qui ne pourrait être reproduite sur Terre, et c'est l'une des principales motivations scientifiques des missions JUICE et Europa Clipper. Ensemble, les lunes galiléennes forment un système qui reflète, en miniature, la structure du système solaire lui-même. Les lunes intérieures sont plus denses et géologiquement plus actives, chauffées par leur proximité avec Jupiter. Les lunes extérieures sont plus glacées et plus tranquilles. Le système démontre les mêmes principes de formation et de différenciation qui ont produit les planètes telluriques et géantes. Galilée avait reconnu ce parallèle il y a 4 siècles, et il reste l'un des exemples les plus élégants de l'autosimilarité dans la nature. Jupiter possède également un système d'anneaux, fins, sombres et principalement composé de poussière arrachée à ses petites lunes intérieures par des impacts de micrométéorites. Contrairement aux brillants anneaux glacés de Saturne, les anneaux de Jupiter sont presque invisibles et n'ont été découverts qu'après le passage de Voyager 1 en 1979. Ils sont scientifiquement intéressants, mais visuellement modestes. Un rappel que même la planète la plus massive du système solaire ne peut rivaliser avec Saturne en termes de spectacle. La couleur de Jupiter elle-même, la palette de blanc, d'orange, de brun et de rouge qui rendent la planète si visuellement frappante, n'est pas entièrement comprise. Les zones blanches sont colorées par de la glace d'ammoniac, qui est bien caractérisée. Mais les bruns et les rouges des bandes et de la grande tache rouge sont produits par des chromophores, des composés chimiques absorbant la lumière, dont l'identité est encore débattue. Parmi les candidats figurent des composés sulfurés, des molécules contenant du phosphore et des molécules organiques complexes produites par la photochimie dans la haute atmosphère. Des expériences en laboratoire ont montré que l'ammoniac exposé aux radiations ultraviolettes, en présence de traces d'autres molécules, peut produire des composés rouges. Mais aucune expérience unique n'a reproduit exactement les couleurs de l'atmosphère de Jupiter. La question des couleurs de Jupiter peut sembler mineure, mais elle est liée à des questions plus profondes sur la chimie atmosphérique. Les chromophores sont produits par des réactions chimiques dans la haute atmosphère, des réactions déclenchées par la lumière du Soleil, la foudre et les bombardements de particules provenant de la magnétosphère. Comprendre ces réactions est essentiel pour appréhender la chimie des atmosphères dominées par l'hydrogène en général, y compris celle des milliers de Jupiter chauds et de Neptune tièdes, découvertes en orbite autour d'autres étoiles, dont les spectres commencent à être interprétés grâce au télescope spatial James Webb. Et au-delà des lunes galiléennes, Jupiter possède une vaste suite de satellites plus petits, plus de 90 connus à ce jour selon les enquêtes les plus récentes. La plupart sont de petits corps irréguliers capturés depuis la ceinture d'astéroïdes ou la ceinture de Kuiper, orbitant dans des orbites lointaines, inclinées et souvent rétrogrades. Ils constituent les débris gravitationnels de la longue histoire d'interaction de Jupiter avec des corps plus petits, un essaim de captifs retenu par la gravité de la plus grande planète du système solaire. Jupiter a joué le rôle de bouclier et de bombardier pour la Terre tout au long de l'histoire du système solaire. Sa gravité domine la dynamique orbitale de la ceinture d'astéroïdes, créant des gaps de Kirkwood, des zones appauvries en astéroïdes à des distances orbitales où la période orbitale forme un rapport simple avec celle de Jupiter. Les objets situés à ces résonances sont perturbés gravitationnellement par Jupiter, leurs orbites devenant de plus en plus excentriques jusqu'à ce qu'ils entrent en collision avec un autre corps ou soient complètement éjectés de la ceinture.
Ces résonances sont le mécanisme par lequel les astéroïdes sont livrés au système solaire interne, y compris aux orbites croisées avec la Terre. L'influence de Jupiter sur le taux d'impact sur Terre est complexe et sujette à débat. La vision traditionnelle, selon laquelle Jupiter agit comme un bouclier cosmique, déviant les comètes et les astéroïdes qui autrement frapperaient la Terre, a été partiellement révisée. Bien que Jupiter dévie certains corps entrants, il capture également et redirige d'autres, ce qui peut potentiellement augmenter le taux d'impact dans certaines circonstances. L'effet net dépend de la population considérée. Pour les comètes à longue période provenant du nuage d'Oort, Jupiter réduit probablement le flux vers le système solaire interne. Pour les astéroïdes perturbés de la ceinture principale, il peut l'augmenter. La démonstration la plus spectaculaire de l'influence gravitationnelle de Jupiter sur les petits corps s'est produite en juillet 1994, lorsque la comète Shoemaker-Levy 9, une comète qui avait été capturée en orbite autour de Jupiter et ensuite déchiquetée par des forces de marée, s'est écrasée dans l'atmosphère de Jupiter sur une période de 6 jours. Les impacts ont produit d'énormes cicatrices sombres dans le manteau nuageux de Jupiter, certaines plus grandes que la Terre, visibles même à travers des télescopes modestes. Cet événement a marqué la première fois que des humains ont directement observé une collision entre deux corps du système solaire, fournissant une preuve éclatante de la puissance de la gravité de Jupiter et de la réalité des impacts cosmiques. Shoemaker-Levy 9 a également servi de signal d'alarme pour la sensibilisation aux dangers d'impact. Si une chaîne d'impact similaire avait frappé la Terre plutôt que Jupiter, les conséquences auraient été catastrophiques pour la civilisation. Cet événement a galvanisé les efforts pour cataloguer et suivre les objets proches de la Terre, menant à l'enquête SpaceGuard et à ses successeurs. La domination gravitationnelle de Jupiter s'étend au-delà de la ceinture d'astéroïdes. Il joue un rôle majeur dans la formation des orbites des comètes, en particulier celles des comètes de la famille de Jupiter, des comètes à courte période, avec des périodes orbitales de moins de 20 ans, qui ont été capturées et remodelées par des rencontres avec Jupiter. Ces comètes, qui incluent des objets bien connus comme 67P/Churyumov-Gerasimenko, la cible de la mission Rosetta de l'ESA, doivent leurs orbites actuelles à l'influence de Jupiter. Sans Jupiter, leur dynamique orbitale serait entièrement différente et le flux de matériel cométaire vers le système solaire interne serait modifié de manière difficile à prédire. Il existe ici une question plus large, qui relie Jupiter à la recherche d'exoplanètes habitables. Un géant gazeux à la bonne distance aide-t-il ou entrave-t-il le développement de la vie sur des mondes rocheux internes? Si Jupiter agit principalement comme un bouclier, déviant les impacteurs dangereux, alors les systèmes avec des planètes semblables à Jupiter pourraient être plus favorables à la vie. S'il agit principalement comme un agitateur, envoyant du matériel dans le système interne qui autrement resterait inoffensif, alors les Jupiters pourraient être néfastes. La réponse est probablement ni l'un ni l'autre. Jupiter est à la fois un bouclier et une menace, et l'effet net dépend de l'architecture orbitale spécifique du système. Comprendre cet équilibre est essentiel pour prédire lesquels des milliers de systèmes exoplanétaires connus pourraient abriter des mondes habitables. Jupiter n'est pas seulement pertinent pour notre propre système solaire, c'est un cas d'étude pour chaque système solaire contenant un géant gazeux. La découverte des Jupiters chauds, des planètes géantes gazeuses orbitant autour de leurs étoiles à des distances plus proches que celles de Mercure au Soleil, a été l'une des premières et des plus choquantes révélations de l'ère des exoplanètes. Ces mondes, découverts en abondance depuis le milieu des années 1990, sont supposés avoir migré vers l'intérieur à travers leurs disques protoplanétaires, tout comme Jupiter l'a fait dans le scénario du Grand Tac. Mais contrairement à Jupiter, ils n'ont jamais été sauvés par un Saturne. Ils ont continué à migrer vers l'intérieur jusqu'à atteindre le bord interne du disque ou à être verrouillés par marée à leur étoile. Ce faisant, ils ont détruit toutes les planètes intérieures qui se trouvaient sur leur chemin. L'architecture de notre système solaire,
avec un Jupiter à 5,2 unités astronomiques et de petites planètes rocheuses à l'intérieur, pourrait être le résultat d'une migration de Jupiter inversée au bon moment, par un Saturne de la masse adéquate à la distance appropriée. Modifier l'un de ces paramètres pourrait entraîner des conséquences dramatiques. Un Saturne légèrement plus massif aurait pu inverser la migration plus tôt, laissant plus de matière pour les planètes terrestres. Un Saturne légèrement moins massif aurait pu échouer à attraper Jupiter, permettant à ce dernier de devenir un Jupiter chaud et détruisant complètement le système solaire interne. La spécificité de ce scénario est à la fois sa force et sa vulnérabilité. Il explique de nombreuses caractéristiques du système solaire avec une précision remarquable. Mais il implique également que notre système solaire est le produit d'un ensemble restreint de conditions initiales, une séquence particulière d'événements au cours des premiers millions d'années de formation planétaire qui pourraient être rares, peut-être très rares, parmi les milliards de systèmes planétaires de la galaxie. C'est là la plus profonde implication de Jupiter. Non seulement il a façonné notre système solaire, mais en le façonnant, il a pu le rendre inhabituel. La planète qui est l'objet massif le plus commun de notre système pourrait être la raison pour laquelle notre système est l'un des types les moins communs de la galaxie. La mission Juno, qui orbite Jupiter depuis le 4 juillet 2016, a transformé notre compréhension de la planète. Juno orbite Jupiter dans une orbite polaire hautement elliptique, s'approchant des sommets des nuages, à environ 4200 km, avant de s'éloigner dans la magnétosphère. Cette orbite a été choisie pour minimiser l'exposition de la sonde aux ceintures de radiation intense qui entourent la région équatoriale de Jupiter. Chaque approche rapprochée, appelée périjove, offre une brève fenêtre d'observation à haute résolution avant que la sonde ne se retire à une distance plus sûre. Parmi les découvertes de Juno, le noyau dilué qui a renversé des décennies d'hypothèses sur la structure interne de Jupiter, les racines profondes de la grande tache rouge et d'autres caractéristiques atmosphériques s'étendant sur des centaines de kilomètres sous les nuages visibles. La découverte que les courants jets de Jupiter s'étendent sur environ 3000 km dans l'atmosphère, bien plus profondément que prévu, avant de passer à une région de rotation solide. L'observation que les pôles de Jupiter sont dominés par des tourbillons cycloniques persistants, des clusters géométriques de tempêtes, 5 autour du pôle sud et 8 autour du pôle nord, disposés dans des motifs remarquablement stables qui persistent depuis des années. Juno a également révélé que l'atmosphère de Jupiter contient beaucoup plus d'eau que ce qui avait été mesuré auparavant. La sonde d'entrée Galileo, qui a plongé dans l'atmosphère de Jupiter en 1995, a rencontré une région inhabituellement sèche, un point chaud, et a renvoyé des mesures d'abondance en eau qui ont dérouté les scientifiques pendant des décennies. Les observations micro-ondes de Juno, qui échantillonnent l'atmosphère à l'échelle mondiale et en profondeur, ont montré que la mesure de Galileo était anormale. L'abondance globale en eau est plus élevée, conforme aux modèles de formation planétaire qui prédisent la livraison de matériaux riches en eau provenant du système solaire externe lors de l'accrétion de Jupiter. La mission de Juno a été prolongée à plusieurs reprises et devrait désormais se poursuivre jusqu'en septembre 2025, voire au-delà. Au cours de cette mission prolongée, Juno a élargi son champ d'action pour inclure des survols rapprochés des lunes galiléennes, passant à 350 km de Ganymède en juin 2021, à 358 km d'Europe en septembre 2022 et réalisant plusieurs passages rapprochés d'Io entre décembre 2023 et février 2024. Bien que ces survols ne soient pas aussi exhaustifs que les missions dédiées aux lunes qui suivront, ils ont fourni les observations les plus détaillées des lunes galiléennes depuis que l'orbiteur Galileo a cessé ses opérations en 2003. Les images de Juno montrant les éruptions volcaniques d'Io, la coquille de glace fracturée d'Europe et le terrain strié de Ganymède ont aiguisé l'appétit scientifique pour les données que Europa Clipper et JUICE fourniront dans la décennie à venir. Le destin ultime de la mission sera identique à celui de Galileo,
une désorbitation contrôlée dans l'atmosphère de Jupiter, conçue pour éviter toute contamination accidentelle des lunes, en particulier d'Europe, par des micro-organismes terrestres. La sonde sera consumée par l'atmosphère même qu'elle a étudiée, ces atomes rejoignant l'immense océan tourbillonnant d'hydrogène et d'hélium qui constitue la plus grande planète du système solaire. C'est une fin appropriée pour une machine qui a révélé plus de choses sur l'intérieur de Jupiter que tout autre instrument dans l'histoire. La mission a fondamentalement modifié notre compréhension des planètes géantes gazeuses, non seulement de Jupiter, mais, par extension, des milliers de géantes gazeuses découvertes autour d'autres étoiles. Juno a également fourni les mesures les plus détaillées jamais réalisées du champ gravitationnel de Jupiter, révélant des asymétries dans la distribution de la masse de la planète causées par les flux atmosphériques profonds. Ces mesures ont permis aux scientifiques de déterminer que les courants jets atmosphériques, les bandes visibles au sommet des nuages, s'étendent sur environ 3000 km dans l'intérieur avant de céder la place à un intérieur en rotation uniforme. Cette découverte a mis fin à un débat de plusieurs décennies sur la question de savoir si les caractéristiques atmosphériques de Jupiter sont des phénomènes superficiels liés à la météo ou des structures profondément ancrées s'étendant à travers la planète. La réponse se situe quelque part entre les deux. Les jets sont profonds selon les normes terrestres. 3000 km représentent près d'un quart du diamètre de la Terre, mais peu profonds selon les normes de Jupiter, occupant seulement environ 4% du rayon de la planète. Les mesures de Juno concernant l'abondance en eau de Jupiter, réalisées à l'aide de son radiomètre micro-ondes, ont montré que la région équatoriale contient environ 2 à 4 fois l'abondance solaire d'oxygène, ce qui est cohérent avec les modèles de formation des planètes géantes qui évoquent l'accrétion de planétésimaux riches en eau provenant du système solaire externe. Cette mesure, apparemment technique, a des implications profondes. Elle contraint la manière, le lieu et les matériaux à partir desquels Jupiter s'est formé, et par extension, la façon dont les géantes gazeuses se forment partout dans la galaxie. Après Juno, la prochaine grande mission vers le système jovien est JUICE de l'ESA, Jupiter Icy Moons Explorer, qui a été lancé en avril 2023 et devrait arriver à Jupiter en 2031. JUICE se concentrera principalement sur Ganymède, Europe et Callisto, étudiant leurs coquilles de glace, leurs océans souterrains et leur potentiel d'habitabilité. Et Europa Clipper de la NASA, lancé en octobre 2024, arrivera en 2030 pour mener une enquête détaillée sur l'océan et la coquille de glace d'Europe à travers des dizaines de survols rapprochés. Le système jovien est, à tous égards, la destination scientifiquement la plus riche du système solaire. Il contient la plus grande planète, la plus grande lune, le corps le plus volcanique et peut-être l'habitat le plus prometteur pour la vie extraterrestre. Tout cela, les lunes, les tempêtes, le champ magnétique, les ceintures de radiation, les anneaux, est maintenu ensemble par la gravité d'une étoile déchue qui, en échouant, a rendu tout le reste possible. Prenez maintenant du recul et réfléchissez à ce que Jupiter signifie. Voici un monde qui contient plus de masse que tout le reste du système solaire réuni, à l'exception du Soleil. Un monde qui émet sa propre chaleur, génère son propre champ magnétique et supervise un système de lunes qui constituerait à lui seul un système planétaire respectable. Un monde dont la migration à travers le jeune système solaire a détruit une génération de planètes et créé les conditions pour une nouvelle, une génération qui inclut la Terre. Jupiter n'est pas un simple décor. Ce n'est pas un géant lointain à admirer à travers un télescope et à ignorer par ailleurs. C'est la force gravitationnelle dominante du système solaire après le Soleil. Son influence s'étend partout, dans la ceinture d'astéroïdes, dans la ceinture de Kuiper, dans le système solaire interne, dans les orbites des comètes, et grâce à la livraison d'astéroïdes riches en eau, peut-être même dans les océans de la Terre elle-même. Ce dernier point mérite d'être souligné. La Terre s'est formée à l'intérieur de la ligne de neige.
la distance du Soleil au-delà de laquelle l'eau gèle en glace solide. Dans le chaud système solaire interne, l'eau n'existait que sous forme de vapeur, pas de glace. Les planétésimaux rocheux dont la Terre s'est formée étaient secs. La Terre aurait dû être un monde sans eau, et pourtant, la Terre possède des océans. D'où vient cette eau? Une hypothèse dominante est que l'eau a été apportée par des astéroïdes et des comètes provenant du système solaire externe, des objets riches en glace d'eau qui ont été perturbés gravitationnellement par Jupiter dans des orbites traversant le système solaire interne. Pendant le Grand Tac, la migration de Jupiter aurait dispersé des corps riches en eau au-delà de la ligne de neige dans la région de formation des planètes terrestres, ensemençant le système solaire interne avec les matériaux volatiles que la Terre accumulerait par la suite. Une partie de l'eau de la Terre pourrait également avoir été livrée par des météorites de chondrite carbonée, un type d'astéroïde riche en eau qui provient de la ceinture d'astéroïdes externes, une région dont la composition a été façonnée par l'influence gravitationnelle de Jupiter. Si cela est correct, alors Jupiter n'a pas seulement créé les conditions nécessaires à la formation de la Terre, il a livré l'eau qui a rendu la Terre habitable. Les océans dans lesquels la vie est apparue pour la première fois doivent leur existence aux perturbations gravitationnelles d'un géant gazeux situé à 600 millions de kilomètres. Et Jupiter se trouve au centre d'une des questions les plus profondes de la science des exoplanètes. Pourquoi notre système solaire est-il si inhabituel? La découverte de milliers de systèmes planétaires autour d'autres étoiles a révélé que l'architecture la plus courante, des systèmes de super-Terre étroitement regroupés en orbite autour de leur étoile, est précisément ce qui manque à notre système solaire. L'hypothèse du Grand Tac fournit une explication. Jupiter a détruit nos super-Terres, ouvrant la voie aux planètes terrestres plus petites, plus sèches et à l'atmosphère plus mince qui existe aujourd'hui. Si cela est correct, alors Jupiter n'est pas seulement la plus grande planète. C'est la raison pour laquelle notre système solaire est tel qu'il est, et la raison pour laquelle nous existons. La planète qui a failli devenir une étoile s'est révélée être quelque chose de plus important. L'architecte d'un système solaire qui, contre les probabilités statistiques de la galaxie, a produit un petit monde rocheux et aquatique, avec des conditions juste propices à la vie. Chaque soir, Jupiter brille dans le ciel nocturne, un point de lumière éclatant et stable, surpassant tout sauf Vénus et la Lune. Elle a été observée par chaque civilisation qui a levé les yeux vers les étoiles. En 1610, Galilée braqua son télescope vers elle et découvrit 4 lunes, une révélation qui bouleversa notre compréhension de l'univers. Depuis lors, chaque génération d'astronomes a étudié Jupiter, et chaque génération a fait de nouvelles découvertes. Giovanni Cassini observa la grande tache rouge dans les années 1660. Au XXe siècle, la spectroscopie a révélé la composition de l'atmosphère de Jupiter: hydrogène, hélium, méthane, ammoniac. En 1955, des astronomes radio ont détecté d'intenses émissions radio provenant de Jupiter, la première preuve de son immense champ magnétique. Les sondes Pioneer 10 et 11 ont survolé la planète au début des années 1970, rapportant les premières images rapprochées. Voyager 1 et 2 ont suivi en 1979, découvrant le système d'anneaux, les éruptions volcaniques d'Io et la surface lisse de glace d'Europe. Galilée a orbité autour de la planète pendant 8 ans, de 1995 à 2003, envoyant une sonde dans l'atmosphère et réalisant des études détaillées des lunes. Et Juno arrivait en 2016 à percer les couches nuageuses pour explorer les profondeurs avec des instruments que Galilée n'aurait jamais pu imaginer. 300 ans plus tard, nous avons envoyé des engins spatiaux pour l'orbitaire. 400 ans après Galilée, des robots nagent vers sa lune Europe, à la recherche de la vie dans un océan caché sous une couche de glace, réchauffée par la gravité d'une planète qui n'a pas réussi à devenir une étoile. Jupiter ne s'est pas enflammée, elle n'a pas brillé, elle n'est pas devenue le deuxième soleil qui aurait rendu notre système solaire méconnaissable. Au lieu de cela, elle est devenue quelque chose de plus rare, une planète suffisamment massive
pour remodeler un système solaire entier, assez violente pour détruire des mondes, et assez généreuse, par la simple indifférence de la physique, pour créer les conditions d'un monde où quelqu'un pourrait un jour lever les yeux vers le ciel nocturne et se demander ce que c'est. Le système solaire n'est pas une collection aléatoire d'objets, c'est un système, une structure dynamique façonnée par les interactions gravitationnelles de ses membres au fil de milliards d'années. Et au centre de cette dynamique, tirant les ficelles à 5 unités astronomiques de distance, se trouve Jupiter, la planète qui a failli devenir une étoile, la planète qui a détruit des mondes et en a créé de nouveaux. La planète qui abrite, dans l'océan sous la glace de l'une de ses lunes, peut être la meilleure chance que nous ayons de trouver la vie au-delà de la Terre. Chaque fois que nous observons Jupiter à travers un télescope, regardant les bandes se déplacer, la grande tache rouge tourbillonner, les lunes défiler sur son visage comme des perles sur un fil, nous contemplons l'objet le plus déterminant du système solaire après le Soleil. Nous regardons la raison pour laquelle notre système solaire est si particulier, la raison pour laquelle la Terre est petite, la raison pour laquelle Mars est encore plus petite, la raison pour laquelle nous ne vivons pas sur une super-Terre avec une atmosphère écrasante et un ciel invisible. Jupiter n'est pas devenue une étoile, mais elle est devenue quelque chose qui, pour nous, pourrait avoir été plus important. L'architecte gravitationnel d'un système solaire dans lequel, contre toute probabilité statistique, un petit monde rocheux avec une atmosphère mince et de l'eau liquide orbite à la juste distance d'une étoile tranquille, sous la protection d'un géant gazeux qui n'a pas réussi à s'enflammer, mais qui n'a jamais cessé d'avoir de l'importance. Et plus nous écoutons attentivement, plus elle se révèle.